Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiapolis. Nous sommes toujours ici dans le contexte de l'Italie médiévale et nous avions parcouru au premier épisode la longue mue d'une Italie sortie désagrégée et ravagée de la période romaine jusqu'à la reconstitution progressive des pouvoirs sur la péninsule, qu'il s'agisse des royaumes d'ascendance germanique, notamment les Lombards, du Saint-Empire lui-même et de sa prétention à dicter sa loi sur la papauté romaine, de l'Empire byzantin au sud, des Sarrasins en Sicile ou bien encore des Normands sur cette même île après que ces derniers en aient chassé les occupants musulmans. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir que progressivement, cette reconstitution des structures politiques, associée à d'autres facteurs, notamment climatiques, va permettre l'essor progressif de cités puissantes, prospères et autonomes, ces villes italiennes que l'on connaît mondialement et qui accueillent aujourd'hui un tourisme de masse. Ce tourisme repose largement sur les réalisations artistiques et culturelle du Moyen-Âge et de la Renaissance, âge d'or de la civilisation italienne. Et on peut commencer ce parcours en constatant que durant la longue période dans laquelle les Sarrasins avaient verrouillé commercialement la Méditerranée occidentale, les seules cités qui ont réussi à maintenir un commerce maritime avec l'Orient ont été celles qui étaient liées à la présence byzantine en Italie, c'est-à-dire les cités du sud, des Pouilles et de la Calabre, ainsi que, surtout, Venise. Se rendant progressivement maîtresse de l'Adriatique, Venise met peu à peu en place une sorte de commerce triangulaire, vendant armes, bois et esclaves à Alexandrie, et achetant à Byzance, avec l'or amassé en Égypte, toutes sortes de biens, notamment de luxe, revendus avec une très grande marge à Venise vers tout l'Occident. Du côté de Pise et de Gênes, on commerce plus volontiers avec le Maghreb et la Syrie. Mais voyons d'abord les côtes occidentales. Naples, jusqu'aux invasions normandes, avait su maintenir une indépendance habile, mais son duc sera contraint de faire allégeance au roi de Sicile. Grand centre productif du sud de la péninsule avec sa plaine agricole, Naples n'est cependant pas doté d'une flotte puissante et le commerce au long cours depuis Naples est plutôt assuré par les Amalfitains et les Pisans. La période la plus glorieuse d'Amalfi s'étale de la fin du IXe siècle à la première moitié du XIIe. Protégés des incursions par la montagne, comme les Vénitiens le sont par la lagune, les Amalfitains ont réussi, plus habiles encore que les Napolitains, à maintenir une puissance et une autonomie pendant une longue période par une diplomatie pas exempte de duplicité, mais remarquable dans l'art de s'associer aux meilleurs partenaires, y compris d'ailleurs les pirates quand il le fallait. Vers le XIe siècle, les Amalfitains se rapprochent de la papauté, notamment sous Grégoire VII, et approvisionnent Rome en objets orientaux. Ils sont aussi parmi les premiers Italiens à utiliser les innovations de navigation. Enfin, avec les tables amalfitaines, la cité rédige le premier code de droit commercial nautique de l'histoire au XIe siècle, code qui aura une grande influence sur les pratiques des diverses puissances en Méditerranée pendant de nombreux siècles. Sorrente et Gaète ont des destins plus locaux, même si Gaète et sa communauté juive se taillent une certaine réputation dans le commerce de la soie. Barré comme Naples des grandes ambitions maritimes par sa vaste plaine agricole qui ne la pousse pas vers la mer, Salerne s'illustre en revanche pour sa grande concentration de médecins et son rayonnement au niveau continental dans ce domaine. Du côté des côtes orientales, c'est-à-dire ioniennes et adriatiques, Tarente et Brindisi sont des ports actifs, mais le plus grand centre est Bari, en tant qu'étape importante sur les routes de l'Orient et des croisades. Aucun des ports de ce secteur n'aura cependant une renommée à la hauteur des plus grandes puissances maritimes italiennes. C'est du côté de la mer Ligure qu'il faut se tourner pour retrouver de grandes forces navales, principalement Pise et Gênes. C'est d'abord Pise qui se développe au point de devenir incontournable dans toute la Méditerranée occidentale au XIIe siècle, son siècle d'or. Contrairement à Amalfi, les Pisans choisissent dès le VIIIe siècle la voie de l'affrontement avec les musulmans, prenant le contrôle de la Corse et attaquant depuis leurs bases les plus septentrionales. Pise bénéficie à la fois d'une proximité directe avec la mer, de l'absence initiale de concurrentes dans ses alentours immédiats, contrairement à Salerne, par exemple concurrencée par Amalfi, Sorrente et Naples, et d'une plaine fertile qui va lui permettre d'être à la fois une puissance maritime et agricole, même si plus tard ce double avantage se transformera en double inconvénient quand la cité subira les multiples concurrences terrestres de Lucques et Florence et maritimes de Gênes, ce qui mettra un terme à sa prospérité. La cité deviendra également un important centre culturel et surtout juridique. Le plus célèbre de ces juristes, Burgundio, sera surtout connu pour ses très nombreuses traductions d'auteurs grecs, en particulier Jean Damascène, Jean Chrysostome, Aristote ou encore Galien.
Gênes, pour sa part, va mettre un peu plus de temps à monter en puissance du fait de sa quasi-absence d'interland, c'est-à-dire d'arrière-pays riche en terres agricoles et fertiles. Comme Pise, elle va beaucoup avoir recours aux guerres de rapine afin d'accumuler de l'argent, et va se spécialiser comme Amalfi dans la constitution d'une flotte au long cours, dans la négociation commerçante et la construction de puissants navires armés. C'est d'ailleurs la chute d'Amalfi à la suite de l'expansion normande au sud qui va permettre à Pise et Gênes de reprendre les routes amalfitaines et de véritablement décoller au milieu du XIIe siècle, décollage qui ne se fera pas sans une dure opposition entre la cité toscane et sa rivale ligure, ponctuée de guerres qui dureront jusqu'à la victoire génoise à la fin du XIIIe siècle. Dans ce contexte, Gênes rejoindra le camp des Guelfes alliés du pape, tandis que Pise soutiendra les Gibelins proches de l'Empire. Venise, la Sérénissime, naît comme lieu de refuge en milieu hostile à la fin du VIe siècle, cernée par les Lombards, au milieu de marais inhospitaliers. Dès le début, les migrants qui en composent la population sont dotés d'un haut niveau de culture et de compétences, étant constitués d'une partie des élites romano-byzantines, qu'elles soient politiques, foncières ou religieuses. Si Venise finit par être conquise par les Francs, elle restera toujours très autonome et élira vite ses propres dux, qui deviendront avec le temps ce que l'on appelle les doges. De fait déjà indépendante depuis longtemps, Venise voit l'année 992 lui permettre de se détacher formellement tant des Carolingiens, qui leur reconnaissent la souveraineté et arrêtent de lui demander le cens, par le biais d'Othon III, que des Byzantins, l'empereur Basile II prenant acte par une chrysobule de l'émancipation de la Civitas Venetiarum. En échange, la cité des Doges assure ces deux empires, principalement terrestres, du soutien de sa flotte dans le transport de soldats, de biens et dans la protection contre les diverses pirateries. Le commerce Occident-Orient est alors déjà en pleine croissance et contrôlant seul l'étroite mer Adriatique, Venise se fait le centre d'un commerce gravitant autour de trois pôles, le monde occidental carolingien et post-carolingien, exportant du bois, des armes et divers biens à l'est, mais important surtout massivement, le monde slave et balkanique, exportant des esclaves en Orient, et le monde byzantin, mais aussi musulman, important bois, esclaves et exportant des produits de luxe à l'ouest. La fin du XIe siècle voit la conclusion et la reconstruction splendide de la basilique Saint-Marc, symbole de la ville et plus grand édifice religieux d'Occident à l'époque, qui avait été détruite par un incendie 100 ans plus tôt. Le XIIe siècle, confirmant l'ascension vénitienne, consacre deux changements importants. D'une part, la dégradation des rapports avec les Byzantins, mais aussi avec les autres cités maritimes d'Italie, notamment Gênes et surtout Pise, qui, comme elles, ont de nombreux comptoirs, des fondaci, et églises en Orient, que ce soit à Constantinople ou en Terre Sainte. Il faut aussi ajouter que Venise va jouer un rôle diplomatique crucial dans le conflit entre l'Empire et Rome, car bien que prenant parti en faveur des Gibelins impériaux, elle va héberger de nombreuses négociations et tentatives d'accommodement. D'autre part, le changement d'organisation politique de la ville. Devenant de plus en plus puissant, le doge se voit progressivement privé dans la deuxième moitié du XIIe siècle de ses attributs régaliens essentiels par les grandes familles, notamment les Ziani, les Dandolo ou encore les Tiepolo, conservant surtout un pouvoir d'influence et des prérogatives symboliques, comme le fameux mariage avec la mère. Ainsi, Venise ne sera-t-elle jamais une monarchie ou une démocratie, le peuple étant soigneusement et rigoureusement exclu du processus politique, mais une oligarchie népotique qui fonctionnera remarquablement bien durant plusieurs siècles. Dans son livre sur l'histoire de l'Italie, Pierre Milza explique bien la différence de fonction économique et politique entre les cités maritimes italiennes et les cités de l'intérieur. Dans les villes intérieures, comme dans les villes maritimes, la vie économique a généralement pris naissance dans les familles féodales ou bourgeoises. Dans les deux cas, les premiers hommes d'affaires se recrutent parmi les détenteurs de biens immobiliers, ruraux ou urbains, dont les revenus accumulés constituent les premières mises de fonds engagées dans le commerce. Bientôt s'impose cependant une différenciation entre les activités des cités maritimes et celles des villes de l'intérieur. Les premières concentrent l'essentiel de leur énergie et de leurs capitaux dans la pratique du négoce au long cours, l'armement de flottes toujours plus nombreuses et l'établissement de colonies et de comptoirs outre-mer. Les secondes se spécialisent dans le transport par voie de terre ou d'eau douce, depuis les ports d'arrivée des coûteux produits orientaux jusqu'aux grands marchés de consommation d'Europe du Nord et de l'Ouest, la production manufacturière et l'ensemble des pratiques qui touchent au crédit, au change des monnaies et à l'escompte. En résumé, les villes de l'intérieur vont bénéficier un peu plus tardivement de la prospérité des ports pratiquant la navigation au long cours et vont se spécialiser dans le transport, l'industrie et la banque. Initialement,
l'industrie nord-italienne, si on peut l'appeler comme ça à cette époque, reste cantonnée aux produits simples comme le bois et les métaux, notamment dans les villes de bordure septentrionale de la plaine padane comme Bergame, Brescia ou Vérone. Les villes fluviales comme Crémone, Plaisance et Milan, se spécialisant plutôt sur les cuirs et peaux, puis ensuite à partir de la moitié du XIIIe siècle sur les draps et tissus de plus haute qualité. Mais l'Italie étant au centre de la voie qui relie Europe du Nord et Orient, les petites villes de la plaine du Pô vont s'enrichir en tant qu'intermédiaires de biens, mais surtout en tant qu'intermédiaires monétaires par la création des premières banques de l'histoire de l'Occident. Il s'agit en particulier des villes au débouché des Alpes, Novare, Verceil, Chieri, Asti, etc. Mais aussi Plaisance qui s'associe avec Gênes pour le débouché maritime, ainsi que Sienne, en étroit contact bancaire avec Rome et l'imposante curie romaine. Mais la ville la plus prospère de l'intérieur sera en fin de compte Florence. À la différence des autres cités qui ont pour la plupart fait le choix résolu de la banque et du commerce sans trop développer d'autres secteurs, Florence a choisi de maintenir un équilibre entre activité commerciale et financière d'un côté et manufacturière de l'autre. En d'autres termes, elle ne snobe pas l'industrie, et c'est ce qui va lui permettre de se développer plus que les autres avec un secteur de prédilection, les tissus. Important des foires de Champagne des draps issus des ateliers français et flamands réputés les meilleurs au monde, et de l'autre côté des matières colorantes venues d'Orient comme la graine de chêne kermès, c'est-à-dire le rouge, l'indigo, le bleu, et la gaude, le jaune, les Florentins vont teindre les tissus du Nord avec les couleurs d'Orient et devenir l'un des centres de la production de vêtements et d'étoffes d'élite. Le développement de cette industrie et d'autres à Florence va provoquer l'apparition d'une grande quantité de nouveaux métiers comme les fourreurs, merciers, pelletiers et changeurs notamment, qui seront autant de sources d'enrichissement. Enfin, Milan, réceptacle redistributif des biens en provenance et en direction du monde germanique, est un centre commercial important, mais se distingue surtout d'une part par l'importance de son industrie développée très tôt, d'autre part par la faiblesse de son secteur bancaire qui mettra plus de temps à décoller. À propos de la structure sociale des cités italiennes au XIIe et XIIIe siècle, voilà ce que précise Pierre Milza. La production manufacturière et le maniement de l'argent n'a pas fait disparaître les anciens détenteurs du pouvoir et leurs entourages. Évêques, desservants des paroisses, chanoines de l'église cathédrale, moines, religieuses, seigneurs, chevaliers, cadets de familles nobles ayant émigré en ville, etc. D'autre part parce qu'il existe de grandes différences de fortune entre les membres des autres groupes sociaux. On trouve à côté du patriciat aristocratique et de grands bourgeois enrichis dans le négoce et la banque, dont la fortune repose à la fois sur les terres qu'ils ont acquises dans le plat pays et sur la possession d'immeubles, de marchandises, d'objets précieux et de monnaie, une bourgeoisie moyenne d'artisans, de petits marchands, de plumitifs de tout poil, des notaires, des avocats, des robins notamment. Compagnons et employés, souvent originaires de la campagne voisine, forment le menu peuple, dont le sort est en général peu enviable. Au dernier échelon viennent enfin les exclus de la société citadine, paysans déracinés, journaliers en quête d'un travail non qualifié, victimes de la disette ou de l'insécurité qui règne dans le contado. La plupart vivent d'aumônes ou de rapines, en attendant d'être expulsés par les autorités municipales. Contrairement à ce qui a pu être affirmé ou ce qui a pu arriver ailleurs, en Italie il n'y a pas eu de véritable affrontement entre la bourgeoisie marchande et l'aristocratie terrienne ou le clergé. Les choses se passent dans une relative osmose et la quantité importante de cités marchandes concurrentes en Italie du Nord fait que rapidement l'unité sociale s'impose dans des villes avant tout marquées par le communalisme dès le XIe siècle. Ce besoin d'ordre à l'intérieur des villes se fait d'autant plus sentir que l'affaiblissement du pouvoir impérial est prégnant, et c'est cette constitution d'une élite dirigeante autonome dynamique qui va permettre à un certain nombre de villes de résister à la mainmise du Saint-Empire. Au sud, la situation est cependant assez différente. Pas de communalisme car le pouvoir normand a réussi très tôt à imposer sa volonté à peu près partout. Il n'y a évidemment pas de démocratie dans les cités italiennes médiévales, et le bas peuple est largement exclu de la participation politique. Milza parle d'un pouvoir oligarchique collégial, lui-même accaparé par les familles patriciennes, c'est-à-dire par les nobles se substituant au pouvoir traditionnel du souverain et de son représentant local. À partir de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, on assiste à une relative personnalisation du pouvoir, les cités élisant pour quelques mois et jusqu'à 2 ans des consuls que l'on nommera bientôt podestats, modèle emprunté à Rome bien qu'ils aient beaucoup moins de pouvoir que les consuls de l'époque romaine. Venons-en maintenant à l'évolution de l'opposition entre Saint-Empire
et papauté qui structure politiquement l'Italie médiévale et qui prend corps dans l'opposition entre le camp impérial et ses soutiens, que l'on appelle les Gibelins, et le camp pro-pontifical, les Guelfes. La lutte du sacerdoce et de l'Empire, comme on l'appelle, ne s'arrête pas au concordat de Worms en 1122, qui met fin à la querelle des investitures. Mettant provisoirement fin aux longues querelles dynastiques qui caractérisent le Saint-Empire, Frédéric Ier de Hohenstaufen, dit Frédéric Barberousse, est un personnage central du XIIe siècle. Figurant parmi les souverains les plus forts qui aient régné sur le Saint-Empire, il va remettre une main autoritaire sur la péninsule et lutter contre le communalisme en écrasant les révoltes citadines et en y nommant des podestats allemands. Initialement proche du pape, il fait durement réprimer le soulèvement populaire dirigé à Rome par Arnaud de Brescia, qui tenait un discours contestataire quant aux excès financiers, moraux et religieux commis par le clergé, mais aussi au niveau politique quant au pouvoir temporel du pape. Mais le refus impérial de tolérer toute concurrence à son pouvoir va mener Frédéric Barberousse à s'opposer très rapidement à celui-ci. Tout le règne de Frédéric consiste en une suite de descentes en Italie afin de réprimer les agitations communales. Milan a pris la tête de la révolte guelfe associée à la plupart des villes du Nord sous le nom de Ligue lombarde, mais aussi les cités de l'arrière-pays vénitien initialement réunies dans la Ligue véronaise qui rejoint rapidement la première, Vérone, Padoue, Vicence et Trévise. Venise apporte également son soutien plus discret. Du côté gibelin, les villes de Côme et surtout Pavie répondent à l'appel, mais en réalité le cœur du camp gibelin réside dans les régions les plus menacées par l'influence papale, c'est-à-dire la Toscane et l'Ombrie, l'Italie centrale avec les cités ralliées à la cause impériale comme Arezzo, Spolète ou Assise. Essentiellement défensive, la Ligue lombarde, qui va finir par réussir à faire plier l'empereur, n'aboutira jamais à la mise en place d'une institution fédérale, les intérêts particuliers des villes étant beaucoup trop forts. Il faut aussi noter qu'au sud, Barberousse n'arrivera jamais à pousser ses expéditions jusqu'à faire plier le royaume normand, qui demeurera trop solide pour s'effondrer. En 1177, la paix de Venise consacre la victoire des communes italiennes. 9 ans plus tard, Frédéric Barberousse décide de changer sa stratégie par rapport aux Normands. Il va parvenir à marier son fils à Constance de Hauteville, fille posthume du roi de Sicile Roger II. Cette union permettra à Henri, devenu l'empereur Henri VI après la mort de Barberousse, de revendiquer la Sicile à la mort de son roi Tancrède en 1194. Avec l'aide navale de Pise et de Gênes, l'empereur parvient à conquérir l'île et à déposer son concurrent Guillaume III de Sicile, fils de Tancrède qui venait de se faire sacrer. Ainsi l'Italie est-elle désormais unifiée au sein de l'Empire qui se dit héritier de Rome, même si cette souveraineté reste très légère, surtout au nord de l'Italie où l'allégeance des cités n'est que toute relative. Henri mourant rapidement, c'est son fils Frédéric, dit Frédéric II, âgé de seulement 3 ans, qui devient empereur. Après une période d'une quinzaine d'années marquée par de nombreuses instabilités correspondant à l'enfance de l'empereur, le règne de ce dernier sera extrêmement long et mémorable dans l'histoire impériale. De son côté, remarquablement moderne et centralisé pour l'époque, le royaume normand n'en conserve pas moins son côté féodal. L'administration royale, pour sa part, est très efficace et fait appel à toutes les influences présentes en Sicile, notamment les influences arabes et byzantines dans la gestion des finances. Sous le règne de Guillaume Ier, dit Guillaume le Mauvais, les relations entre le camp centralisateur et le camp seigneurial sont exécrables et le roi a souvent recours à la violence pour régler les conflits. Ce ne sera pas le cas de son fils Guillaume II, dit Guillaume le Bon, dont le règne sera considéré comme l'âge d'or normand et qui saura maintenir un équilibre relativement pacifique entre les deux camps. Sur le plan démographique et culturel, on observe pendant cette période un lent déclin de l'usage du grec et de l'arabe au profit du latin du fait d'une immigration italo-lombarde soutenue et de l'expulsion progressive des musulmans de l'île, auparavant tolérés, mais désormais de plus en plus soumis aux spoliations et à la répression. L'âge d'or normand correspond également à l'âge d'or de la ville de Palerme, qui tente alors d'égaler la gloire de Byzance. Le XIIIe siècle commence par un événement capital, hors d'Italie, la 4e croisade, et la prise ainsi que le pillage de Constantinople, qui est d'une importance considérable, notamment pour Venise, qui en est la principale instigatrice et bénéficiaire. Il faut pour cela revenir au début des croisades. À partir de 1095 et pendant tout le XIIe siècle, alors que l'Empire byzantin était sur la voie d'un déclin irrémédiable, il est incontestable que les premières croisades lui portèrent une assistance majeure, ce qui lui permit de récupérer les territoires perdus en Asie mineure et de faire reculer les Turcs seldjoukides. Mais les empereurs byzantins en faisaient le strict minimum lorsqu'il s'agissait d'aider les croisés.
refusant à chaque passage de les ravitailler, de leur porter secours lors des contre-attaques musulmanes et de leur ouvrir les portes de sa capitale. Le paroxysme de cette attitude est atteint par le basileus Manuel Comnène, qui laisse les guerriers du roi de France Louis VII se faire massacrer dans la plaine d'Adalia par les Seldjoukides. Selon Pierre Milza, les croisés en conçurent une vive et durable rancœur envers l'empereur d'Orient. Mais les Normands, que Byzance dérange en tentant de reconquérir l'Italie du Sud, ainsi que les marchands vénitiens, que l'empereur d'Orient fait spolier et expulser de Constantinople à cause de leur insolente richesse, avant de faire massacrer les Pisans et les Génois quelques années plus tard, ont eux aussi des raisons d'en vouloir aux Byzantins. C'est ainsi qu'en 1198 est lancée l'idée d'une 4e croisade. Son but initial est Alexandrie, alors cœur militaire du monde islamique. Mais en 1201, réunis sur la lagune de Venise, les forces croisées manquent d'argent pour payer à la Sérénissime le prix du transport maritime. C'est alors que le vieux doge, Enrico Dandolo, 93 ans et aveugle mais toujours aussi énergique et visionnaire, propose un marché aux croisés. Ils paieront à Venise leur traversée non en argent, mais en conquérant Zara, l'actuel Zadar en Croatie, et en la remettant aux Vénitiens. En 1202, les croisés s'exécutent et remettent la ville aux Vénitiens après l'avoir durement mise à sac. Par la suite, profitant de l'anarchie à Constantinople et de l'appel au secours d'un prétendant au trône byzantin, les croisés réservent à la ville le même sort qu'à Zara en 2 temps, en 1202 puis en 1204. De cette opération de conquête puis de destruction, Venise tire le meilleur parti et devient de fait la plus grande puissance méditerranéenne, comme l'explique en détail Pierre Milza. Le partage de l'Empire byzantin se révèle éminemment favorable aux Vénitiens qui prennent possession des principaux ports et de la plupart des îles sur la route reliant l'Adriatique à Constantinople, occupent les 3/5 de la capitale et obtiennent une franchise commerciale absolue dans tout l'Empire, ainsi que le monopole de l'élection du patriarche. Le doge Dandolo achète l'île de Crète au marquis de Montferrat. Déjà Dux Venetiarum, Croatier et Dalmatier, le doge devient maître du seul véritable empire colonial qu'ait connu le Moyen-Âge. Grâce aux vieux condottières et vénitiens, la cité de la Lagune s'est assurée pour 2 siècles l'hégémonie maritime et commerciale en Méditerranée orientale. J'ajoute d'ailleurs que si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la puissance maritime vénitienne, vous pouvez vous reporter au premier épisode de la série que j'ai consacré il y a quelque temps à l'histoire des thalassocraties, c'est-à-dire des empires maritimes, épisode que vous pouvez retrouver sur Spotify et qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube. Revenons un instant sur le règne de Frédéric II dont j'ai parlé tout à l'heure et qui couvre toute la première moitié du XIIIe siècle. Ce dernier a une grande importance dans l'histoire de l'Italie en ce qu'il fait figure du plus méridional entre guillemets des souverains germaniques. Normand de Sicile par sa mère, il connaît peu la langue allemande et maîtrise en revanche très bien l'italien, le latin, le français, le grec et l'arabe. Il passe la majeure partie de sa vie en Italie du Sud, entre Palerme et des villes continentales comme Foggia. En 1214, la défaite de son concurrent Othon IV à la bataille de Bouvines en France lui permet d'évacuer la concurrence et de se faire couronner empereur. C'est un homme profondément cultivé, polymathe et peu impliqué religieusement à tel point que son renaclement à partir en croisade le fait excommunier par le pape en 1227. Il finira tout de même par s'y rendre, parvenant à se faire nommer roi de Jérusalem en 1229 et à entrer dans la ville. À son retour de croisade, il va consacrer les 20 dernières années de son règne à 2 grands projets: moderniser l'Italie du Sud et en faire un royaume centralisé et rationnel d'une part, soumettre l'Italie du Nord d'autre part. Le premier projet est un succès. Ayant fondé l'université de Naples, qui porte aujourd'hui son nom, dès 1224, il instaure en 1231 les dites constitutions de Melfi, avec son chancelier Pierre de Lavigne, inspirées du règne d'Auguste à Rome et qui mettent en place un État centralisé et bureaucratique. Dans le contexte de la guerre contre les cités guelfes du Nord et contre la papauté, elle-même redoutablement efficace avec sa curie, le royaume de Sicile tente d'instaurer une institution capable de la concurrencer. Frédéric réussira globalement dans sa tâche d'écraser les révoltes d'Italie du Nord, mais ne parviendra jamais à les soumettre complètement sur le plan politique. Et surtout son délaissement du monde germanique correspondra de facto à une prise d'indépendance quasi totale des souverains locaux dans cette partie de l'Empire, d'autant qu'ils trouveront comme allié le propre fils de Frédéric, Henri, qui finira emprisonné et suicidé en Calabre. Par la suite, les successeurs d'Henri n'auront jamais ni son talent, ni sa détermination, ni sa vision,
et la mort de l'empereur en 1250 signe le début du déclin du Saint-Empire en Italie. C'est donc l'occasion de revenir sur la croissance des villes italiennes. Au-delà du fait économique, industriel, commercial ou bancaire selon les villes, le fait militaire est un arrière-plan fondamental de la lutte entre les centres urbains d'Italie du Nord, jusqu'à la Toscane et l'Ombrie incluse. Le développement de l'ordre urbain se fait en corrélation avec l'ascension de puissantes factions combattantes que l'on nomme dans chaque ville militia. Les milites qui la composent peuvent représenter jusqu'à 15% de la population. Au-delà de faire régner l'ordre dans la ville et des luttes internes, les milices s'appliquent principalement à mettre à sac le contado, c'est-à-dire l'arrière-pays des cités concurrentes, et à ramener d'importants butins, mais contrairement à l'époque romaine, il est extrêmement rare que les cités qui remportent des batailles pillent, déciment, voire rasent directement et complètement la ville ennemie. Il faut ainsi considérer que les rivalités entre villes s'inscrivent au moins à une double échelle. Celle donc de la lutte du sacerdoce et de l'empire entre guelfes et gibelins que j'ai évoquée tout à l'heure, et celle de la rivalité classique, notamment économique, entre villes voisines concurrentes, les positions dans les deux domaines s'influençant mutuellement. Ainsi, Florence la guelfe contre sa voisine Sienne la gibeline, Lucques la guelfe contre sa voisine Pise gibeline, ou encore Milan également guelfe contre Pavie, qui a pris l'option gibeline. À la fin du XIIe siècle, on assiste à une concentration du pouvoir dans les mains des consuls, et de ce fait à une réduction du nombre de familles puissantes dans les communes, familles donc d'autant plus puissantes qu'elles sont moins nombreuses. Cela se traduit bien géographiquement. Les villes se fracturent en quartiers au centre desquels figure le palatium, la demeure de la famille qui les domine. La fracture sociale existe bel et bien en Italie médiévale entre milites nobles et populares roturiers qui peu à peu s'organisent eux aussi en factions armées, mais elle est selon Milza moins radicale qu'on peut le penser et surtout, les deux milieux sont poreux. Il n'est pas rare que des camps nobles se mettent du côté des populaires pour contrer le pouvoir d'autres familles, et de même les populaires quand ils s'approchent du pouvoir ne cherchent jamais pour autant à renverser complètement l'ordre social. Sur l'Italie de cette période, on peut citer l'historien Jean-Claude Mervigueur comme grande référence, notamment avec son livre Cavaliers et citoyens, Guerre et société dans l'Italie communale, XIIe-XIIIe siècle. Concernant l'institution ecclésiastique, enfin, inutile de rappeler les abus et contradictions auxquels en était arrivée l'Église dans la deuxième moitié du XIIe siècle. La question de la richesse et du pouvoir est un élément cristallisant incontestablement les tensions autour de l'institution. Il est évident qu'à cette période, l'Église était arrivée à un sommet de puissance résumé par le concept de théocratie pontificale qui s'incarna de la manière la plus évidente dans la personne d'Innocent III. La liste de réalisations de ce très grand pape est longue, mais le modèle incarné par son pontificat est alors de plus en plus contesté. Cette contestation du dogme, qui pointe la contradiction du « comment gagner son salut dans un monde où les préoccupations matérielles et l'argent prennent une place de plus en plus grande », prend des formes diverses selon les classes sociales. Chez les élites, elle se concrétise par une montée d'un certain rationalisme, d'un anticléricalisme et d'un esprit laïque. Dans les couches populaires, elle se caractérise en premier lieu par une adhésion croissante aux hérésies qui connaissent un grand succès. Les cathares, dans le sud de la France après l'an 1000 et surtout au cours du XIIe siècle, ayant eu quelques ramifications en Italie du Nord, les partisans d'Arnaud de Brescia en Lombardie et à Rome au milieu de ce même siècle, ceux de Pierre Valdo, mort vers 1205 et aux origines du mouvement vaudois, originaire de Lyon mais qui va s'implanter dans le Piémont. Toutes ces hérésies ont pour point commun la dénonciation de la richesse ecclésiastique. La réponse de l'Église se fait sur trois volets. La réforme interne, notamment par le 4e concile du Latran en 1215, la répression par l'Inquisition, et la création d'une nouvelle forme de monachisme, les ordres mendiants. Les deux principaux sont l'ordre des frères prêcheurs, fondé en 1215, dit les dominicains, et l'ordre des frères mineurs, fondé en 1210, dit franciscains. Le parcours et les principes de François d'Assise sont certainement les plus représentatifs de cette innovation au sein de l'Église, et bien que lui-même fût indigné par les dérives de l'institution, à la différence d'hérétiques comme Valdo, François d'Assise ne coupera jamais avec l'Église. Effectuons maintenant un rapide tour d'horizon des grandes réalisations artistiques du XIIe et XIIIe siècle en Italie dans les différents domaines. En architecture, l'Italie a produit des chefs-d'œuvre romans, même si elle se situe en retrait par rapport au foyer français. Il y a quand même de belles basiliques romanes à Milan, Saint-Ambroise, à Pavie avec Saint-Michel ou encore à Vérone avec Saint-Zénon, mais surtout la cathédrale Saint-Marc de Venise et le Duomo ainsi que le baptistère et le campanile de Pise.
En sculpture et en décoration intérieure des églises, l'Italie se distingue tout particulièrement. Dans le cas de la littérature, la langue latine est restée prégnante en Italie un peu plus longtemps qu'ailleurs et la péninsule a produit peu d'œuvres notables jusqu'à la fin du XIIIe siècle. En fait, c'est surtout sur le plan intellectuel et théologique que certains se distinguent, notamment Pierre Lombard, ou Pietro Lombardo, qui deviendra évêque de Paris, ou encore le moine calabrais Joachim de Flore. En fait, c'est dans les monastères que réside le foyer du monde intellectuel européen encore au début du XIIIe siècle. Mais on sent bien alors que ce modèle est en voie de déclin, comme c'est déjà le cas de Cluny ou du Mont Cassin. C'est initialement une volonté d'autonomie vis-à-vis des abbayes qui est à l'origine de la création des écoles cathédrales ou épiscopales au XIIe siècle, qui deviendront les universités au siècle suivant. Non pas situées dans les abbayes campagnardes, mais dans les centres urbains, ces écoles correspondent mieux aux besoins d'une nouvelle génération turbulente et citadine, qui vont rapidement accepter les laïcs. Un peu après la France et l'Angleterre, c'est en Italie Bologne qui va inaugurer ce nouveau modèle en fondant son école cathédrale en 1088, devenant université en 1219. Naples fait exception dans les raisons de sa fondation, ayant été fondée, comme vu précédemment, non pas pour s'opposer à l'influence des abbayes et de la papauté, mais dans le cadre d'une rationalisation de la formation des élites centralisée par Frédéric II, et pour rivaliser avec Bologne. Durant ce siècle se forme une véritable internationale des élites intellectuelles, représentées dans les différentes universités par les nations d'étudiants, représentant les diverses régions européennes, mais caractérisées par un ciment intellectuel commun, une langue commune et même une volonté de faire progresser la pensée au sein de l'Église. Tandis que théologie et philosophie étaient auparavant strictement séparées, c'est Thomas d'Aquin qui, redécouvrant et commentant Aristote, va opérer un lien qui va vite devenir incontournable par la suite entre foi et raison, entretenant avec sa somme théologique de nombreuses querelles tant à l'université de Paris qu'en Italie. Ce spectaculaire progrès de la raison dans la pensée catholique des universités va donner corps à un premier humanisme tout au long du XIIIe siècle ouest-européen. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cet épisode en entier, épisode qui touche à sa fin, et qui est donc porté principalement sur le Moyen-Âge central en Italie, c'est-à-dire principalement les XIIe et XIIIe siècles. Le prochain et dernier épisode portera lui sur les XIVe et XVe siècles, donc les 2 derniers siècles de l'Italie médiévale, et Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je vous remercie encore pour votre attention. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le liker, le commenter et le partager. Et à bientôt sur Historiapolis.